Bonjour, je m'appelle Nicolas. Retrouvez-nous tous les mercredis à 8h dans Nous, le podcast qui met en avant des parcours de vie. Nous, c'est l'idée que chacun de nous a une histoire à raconter. Chaque récit que nous partagerons ici nous rappellera que derrière chaque individu se cache un parcours unique, mais aussi des combats, des triomphes et des leçons qui résonnent en chacun de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons recevoir Sylvie. Son fils, Tom Félix, 33 ans, est emprisonné en Malaisie dans des conditions inacceptables. Depuis 18 mois, elle et son mari Jean-Luc luttent sans relâche pour obtenir sa libération. Son témoignage aujourd'hui, c'est le SOS d'une maman qui n'en peut plus de cette injustice et qui demande au gouvernement français d'intervenir le plus rapidement possible. Et j'informe nos auditeurs que cet épisode est exceptionnellement enregistré par téléphone, car Sylvie est actuellement à Singapour et que parfois, vous pourriez avoir quelques légers problèmes de son. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de la résilience face aux épreuves de la vie. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Bienvenue dans Nous. Bonjour Sylvie. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de venir raconter l'injustice que vit votre famille depuis maintenant bientôt 2 ans. Merci à vous de nous donner la parole. C'était important pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que ce que vit Tom, c'est aujourd'hui l'affaire de tous. Tom, il est français et vit une injustice. Je vous propose de vous présenter et de nous évoquer l'événement qui a chamboulé votre vie le 9 août 2023. Je suis Sylvie, je suis la maman de Tom. Je suis avec mon mari Jean-Luc. Nous avons un parcours d'enseignant à l'étranger. Tom avait 2 ans quand nous avons quitté la France. Un premier temps, nous avons vécu 5 ans sur l'île de la Réunion. Et ensuite, nous avons pris 2 années sabbatiques pour voyager avec notre fils. Nous avons découvert avec lui l'Amérique du Sud, puis l'Asie. Et en fait, ensuite, nous avons trouvé un poste d'enseignant au Cambodge. Nous y avons passé 5 ans. Nous y sommes mariés. Nous avons eu la petite sœur de Tom, Lilou. Et après 5 ans au Cambodge, nous avons été aux Philippines pendant 3 ans. Et après, nous avons travaillé à Singapour, où nous sommes toujours. Tom a donc fait une majorité de sa scolarité à l'étranger. Et quand il a été bachelier à Singapour, il a, dans un premier temps, été passé 6 mois en Thaïlande pour finir et avoir son diplôme de moniteur de plongée, puisque depuis tout petit, il faisait beaucoup de plongée. C'est un passionné de la mer. Et ensuite, il est parti étudier en Australie. Il a fait un double bachelor en biologie marine et en aquaculture. À la suite de ça, il a travaillé dans des endroits un peu isolés et reculés en Indonésie. Il a travaillé dans le Raja Ampat, puis il a travaillé sur la petite île à côté de Flores, en Indonésie. Il était farm manager d'huîtres perlières. Donc en fait, il était assez jeune, il avait déjà une équipe sous son aile et voilà, il récupérait les huîtres perlières et c'est un Robinson Crusoe à ce moment-là. Il était toujours en maillot de bain, en tenue de plongée pour son boulot, sur l'eau, à conduire les bateaux. Ensuite, après 3 ans, il a décidé de continuer ses études et il est rentré en France faire un master à La Rochelle. Et là, tout de suite, dans la première année, il a trouvé avec Veolia, une grande compagnie internationale, le moyen de finir son master en alternance. Et il a commencé à travailler à Hong Kong. Donc, pendant 1 an, il a fait les allers-retours tous les mois pour faire ses études et travailler à Hong Kong. Et ensuite, il a été employé par Veolia en Malaisie comme project manager, je crois. Où il s'occupait d'une usine, enfin c'était assez innovateur puisque c'était avec des larves de mouches faire de la protéine animale. Donc c'était un gros challenge et c'était développement durable, c'était dans les rêves, dans les idéaux de Tom. Il disait toujours qu'il y avait trop de monde sur la planète, qu'on ne pourrait pas tous les nourrir, qu'il fallait trouver d'autres moyens. Donc il était pris dans
département biomasse et innovation. Et pendant 3 ans, il a travaillé à relever tous les challenges. Et puis, il y a eu cette période de Covid et il a un peu revu ses aspirations, sa philosophie de vie et il a démissionné. Il a pris un temps pour faire un peu le point. Il a monté son auto-entreprise en France. Il travaillait ensuite comme un peu dépannage informatique. Enfin, il était dans une société où il pouvait travailler un petit peu partout dans le monde puisque c'était un grand voyageur. Et il avait ce projet de restauration car au cours de son contrat, quand il était en Malaisie, quand il travaillait pour Veolia à Kuala Lumpur, il allait sur la petite île de Langkawi et il voulait retourner à ses sources, la mer, les petites îles. Et il avait un projet de restauration avec un ami. Cette année 2023, il était assez présent chez nous, puisque c'est vrai que dès 18 ans, il avait quitté le nid et après, on le voyait à toutes les occasions, à toutes les fêtes ou pendant les vacances, on se retrouvait dans des pays pour se retrouver avec sa sœur et continuer d'avoir des liens très forts. On a été le voir en mai 2023, voir son projet. Et puis, on était en vacances en France et on venait de récupérer sa planche de surf parce que c'était dans ses projets de reprendre le surf. Et on s'envoyait toujours des messages. J'étais un peu surprise qu'il ne réponde pas. On venait de lui annoncer qu'on avait récupéré sa planche chez ses amis à Bordeaux. Et en fait, sur la route des Pyrénées, on était en vacances. On a eu un coup de téléphone et c'est là que le ciel nous est tombé sur la tête. Il nous a appris qu'il avait été... il était paniqué au téléphone, il était maman, je n'y suis pour rien, il y a une descente de police, on a été arrêtés. C'était 4 jours après son arrestation parce qu'avant il n'a rien eu le droit de faire. Il y avait une descente de police et ils avaient trouvé du cannabis dans la maison où ils sous-louaient une chambre. Et c'est comme ça que l'enfer a commencé. Je rappelle que Tom, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, comme vous venez de le dire. Il connaissait parfaitement les règles de la Malaisie. Il ne se serait jamais aventuré dans une histoire de drogue et je le rappelle que la détention de drogue douce en Malaisie peut être punie par la peine de mort. D'où pourquoi aujourd'hui vous êtes inquiète parce que vous êtes Oui. Une maman. Il est passible de la peine de mort, même si elle ne se fait pas automatiquement, de 50 années, de je ne sais combien d'années de prison, 50, je ne sais plus tout cumuler, les 50 années de prison, des coups de bâton, des amendes et surtout ça fait maintenant 18 mois qu'il est détenu dans des conditions qui sont effroyables, indignes et qui ne respectent pas du tout les droits de l'homme. Et on a beau essayer de se battre depuis le début contre ces conditions de détention qui sont inhumaines, malgré la médiatisation qu'on a fait et les différentes interpellations des hautes autorités. On n'a absolument aucun moyen de changer ça, car à chaque fois, on se heurte à une réponse insoutenable de la protection consulaire qui nous dit que Tom est détenu dans des conditions, certes, bas standard pour la Malaisie, mais qu'il est comme les autres et qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, il faut savoir qu'il est, depuis le début, dans une cellule à dormir à même le sol, sur un tapis de yoga. Au niveau du minimum d'espace, il n'y en a pas. Je veux dire, il a été jusqu'à des 40 par cellule avec un bruit infernal, des néons et de la lumière 24 heures sur 24, qui est une torture insupportable pour lui. Il n'a pas accès à des douches et des toilettes comme on l'entend, puisque il y a une arrivée d'eau où il y a un tuyau, que les toilettes, c'est un trou dans le sol, que cet espace toilette n'est pas séparé de là où il dort. Il est dans des conditions en Malaisie, pays très chaud, donc sans aération, sans fenêtre, sans avoir droit à des promenades. Ça fait maintenant depuis l'audience en juin qu'il ne fait plus des allers-retours et qu'il est enfermé sans avoir vu la lumière du soleil. Est-ce que son état de santé, elle se dégrade ? Alors, il a attrapé la gale, il a beaucoup de problèmes cutanés, des furoncles à répétition, qui sont le signe de carence alimentaire et de manque d'hygiène. C'est un peu Midnight Express à la malaisienne, quoi. Et psychologiquement, comment est-ce qu'il fait pour tenir ?
Psychologiquement, il passe par des hauts, par des bas. Au départ, il était totalement apeuré, terrorisé, terrifié. Enfin, vous pouvez imaginer quand on se retrouve dans cet endroit-là, avec tout ce que ça représente, toute la crainte, la violence. Il a été très bas, puis après, on lui a dit voilà, qu'il l'avait enfermé, mais qu'il ne lui enfermerait pas son esprit. Il fallait qu'il puise dans ses forces, qu'il était fort, faire preuve de courage. Donc, on lui a amené beaucoup de livres de méditation. Il lit beaucoup. C'est la première chose aussi qu'il nous avait demandé, c'est des livres. Il disait, maman, il faut que tu m'amènes des livres, sinon je vais devenir fou. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un isolement psychologique, dans la mesure où il est le seul étranger. Donc, lui parle anglais, puisqu'il a passé une grande partie de ses études, enfin de sa vie, il a fait ses études en anglais, mais il est incarcéré avec des Malais, des Birmans, des Thaïs, qui n'ont pas forcément l'usage de l'anglais. Donc il y a non seulement un enfermement physique, mais il y a aussi un isolement moral, mental. C'est assez difficile. Au départ, on n'y croyait pas, on croyait aussi en la justice, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que notre notion de justice n'était pas du tout la même. Je sais qu'il y a quelque chose qui est difficile pour vous, Sylvie, c'est important d'en parler parce que on a beaucoup de mamans qui nous écoutent. Vous n'avez pas pu serrer votre fils Tom dans les bras depuis son incarcération. Quand on va le voir, on est dans une salle. Il est derrière un plexiglas et un grillage. J'imagine que c'est dur parce que vous habitez actuellement à Singapour, vous faites le déplacement vers la Malaisie. Il y a 2 avions à prendre. En fait, voilà. Outre le coût, c'est la fatigue, le stress. On ne sait pas ce qui peut se passer quand vous allez arriver sur place, dans quel état vous le trouvez. D'ailleurs, si vous souhaitez les soutenir financièrement, il y a une cagnotte qui est en ligne et je mettrai le lien sur Instagram et également sur YouTube. Ce qui est important de préciser, c'est qu'aujourd'hui, il a été incarcéré. Pour expliquer à nos auditeurs, la police a retrouvé du cannabis au domicile où il vivait avec son colocataire Daniel, comme vous l'évoquiez à l'instant, dans l'endroit où il habitait, dans des parties communes. Daniel a toujours avoué être le seul propriétaire de la drogue, mais aujourd'hui, tous les deux restent en prison alors que votre fils, il est innocent. Comment est-ce que vous expliquez que Tom soit incarcéré alors qu'il a été innocenté directement par son colocataire ? Mais parce qu'il n'a jamais été entendu. Effectivement, son colocataire, dans les premiers jours, a dit relâcher, puisqu'il y avait aussi son ex-femme qui était présente dans la maison. Relâchez-les, ils n'y sont pour rien. Mais il n'a jamais été entendu. Et depuis le mois de septembre, on a été d'audience en audience tous les mois. Et jamais, à aucun moment donné, ni Tom n'a pu prendre la parole, ni ses avocats. Alors, on a quelques problèmes de liaison. C'est vrai que pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est que Tom n'a pas pu prendre la parole, mis à part lors de ses premières dépositions qu'il a faites lorsqu'il a été arrêté par la police. Jamais, au cours des audiences, il n'a pu parler, défendre son cas, parler de son histoire. Jamais. C'est ça qui est incroyable. Et ses avocats n'ont jamais eu le droit à prendre la parole non plus. Ces derniers ont pourtant demandé à ce qu'ils soient réinterrogés. En vain. C'est vrai qu'on ne l'explique pas, vous ne l'expliquez pas par rapport à cette situation impensable dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et je me permets encore d'insister, c'est qu'il n'y a pas de preuves contre lui. Il n'y a pas d'empreinte digitale retrouvée sur les sachets de cannabis qui ont été saisis. C'est vrai que c'est vraiment une injustice. Est-ce que vous avez un message que nous allons transmettre à Monsieur Macron ? À chaque fois qu'on est en contact avec le consulat, ils disent qu'ils suivent les ordres de Paris. Paris, c'est vous, Monsieur Macron. C'est vous, le président. À chaque fois, l'ambassade nous le rappelle qu'il ne faut pas faire preuve d'ingérence dans les affaires du pays. En même temps, la diplomatie française ne peut pas se contenter d'observer. Je trouve que notre pays ne devrait pas se contenter d'une simple protection diplomatique. Aujourd'hui, je supplie Monsieur le Président d'user de tout son pouvoir pour que notre diplomatie passe enfin à l'action. Et je suis persuadé que Monsieur le Président va être sensible à la cause de Tom. Encore une fois, c'est simplement le SOS de 2 parents en fait qui
Chaque jour, l'attente est insoutenable. On a l'impression aujourd'hui de ne plus être entendu. Donc je suis sûr qu'il entendra ce SOS. Un point important que vous m'avez évoqué tout à l'heure hors antenne, c'est qu'en janvier 2025, vous avez envoyé une lettre de représentation aux autorités malaisiennes. Dans cette lettre, vous avez demandé à ce que l'abandon des charges contre Tom soit annulé. Faut pas oublier que Tom risque la peine de mort dans cette affaire dans laquelle il est innocent, dans laquelle il n'y a aucune preuve. Merci Sylvie d'avoir été avec nous. Merci à Jean-Luc, également votre mari auquel on pense, qu'on n'a pas entendu aujourd'hui, mais qui est là à vos côtés. Merci Nicolas. Merci de m'avoir donné la parole. Honnêtement, notre seul souhait aujourd'hui, c'est que Tom soit libéré. Tout le monde est touché par votre courage et votre détermination. Vous faites face à une situation inimaginable. Et pourtant, vous continuez de vous battre. Moi, c'est ce que je retiens de ce podcast, c'est de votre combat pour la liberté de Tom. Et c'est incroyable, malgré les difficultés dans tout ce que vous vivez au quotidien. Et je pense qu'on ne peut pas, même pas, imaginer une seconde que vous vivez. Et je trouve ça incroyable, la force que vous avez. Et ça m'inspire, ça nous inspire tous. Nous sommes à vos côtés dans ce combat. Et aujourd'hui, je ne vais pas clôturer ce podcast comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 8h. Et je vais laisser une musique pendant 1 minute sans parler pour qu'on puisse tous penser à Tom. Voilà. Merci à vous, à la semaine prochaine.